Voilà, de retour pour la troisième partie, toujours avec Maître Paris. Et on va prendre aussi les questions des métanautes parce que il y en a quelques-uns quand même qui se posent. Déjà, la première question, on me dit, mais bonsoir Maître Paris, est-ce que la loi Guesso, bon, l'équivalent, est une spécificité française ou trouve-t-on des équivalents à l'étranger, UE et hors UE? Oui, 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 il y a des équivalents. Déjà, dans l'Union Européenne, c'est Oui, 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 quasiment tous les c'est pays, quelque chose non? qui est généralisé et même au niveau de l'Union européenne, il y a eu une volonté de généraliser. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'effectivement, il y a un critère qui consiste à mesurer la proximité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de Napoléon, etc. Je vous parlais de la proximité du crime contre l'humanité nègre, entre guillemets, excusez-moi cette expression pour aller vite. Donc proximité, crime contre l'humanité nègre par rapport à la France, parce que c'est ce facteur de proximité, proximité géographique, proximité par rapport au pouvoir, vis-à-vis de ce qui a été jugé à Nuremberg et sur la base des statuts, eh bien c'est cette proximité qui est considérée comme un facteur de nécessité de répression de ce qui procéderait d'une contestation de crimes contre l'humanité. Et donc dans la réforme, si vous voulez, parce que ce qui a provoqué ma réaction et aujourd'hui ma demande d'enquête parlementaire, c'est que normalement, par rapport à toutes ces lois qui existent, bon, eh bien, en France, moi je posais la question de savoir si, en gros, on a le droit de protéger un segment de l'histoire ou si, justement, on ne doit pas protéger tous les segments identiques. Voilà, moi, c'était ma question. Comment ça se passe à l'étranger? Ce n'est pas mon problème par rapport à cette question. C'est que je constate qu'en France, en fonction des arguments qu'on va m'opposer, je pose la question. Vous comprenez? Et normalement, à cette question, je prétends qu'on aurait dû me répondre en cohérence. Et la cohérence, si vous voulez, c'est que quand vous avez un chef de gouvernement qui intervient dans le semestre qui suit pour proposer un projet de loi qui s'appelle Égalité et Citoyenneté, et que dans ce projet, on reprend exactement les griefs que j'avais pointés contre la loi Guesso, contre l'article 24 bis, pour les corriger, c'est là que moi je me mets en alerte. Et que je dis, mais attention, il s'est passé des choses anormales dans mon procès stalinien, là, dans le procès stalinien dont je traitais, par rapport à une loi politique et face à un pouvoir fort, et ce pouvoir derrière vient corriger justement ce que moi je dénonçais, là on se moque du monde. On se moque du monde. Alors vous allez me dire, mais quel était le mobile? Pourquoi on voulait se moquer du monde? Bah c'est très simple. Enfin, réfléchissez. Que se passe-t-il si le 8 janvier 2016, le Conseil constitutionnel vient dire, eh bien, Maître Paris avait raison. Bon. Eh bien, d'un seul coup, en ce qui me concerne, je deviens célèbre. Je suis reconnu par la profession. Je suis au panthéon des avocats. Une saloperie d'avocat qui a fait tomber la loi Guesso, mais je suis au panthéon. Donc, en termes d'indemnisation, le barreau va casquer, entre guillemets. OK? Par rapport à l'avocate qui veut me salir, je deviens intouchable. Et par rapport au gouvernement, oulala, gros problème. Le procès contre Jean-Marie Le Pen, il tombe. Hein, parce que je vous parlais de moi. Mais pour finir par le meilleur, je voulais finir par le meilleur. Le meilleur, le plus grave, je veux dire, l'enjeu le plus important. Le procès contre Le Pen tombe, certaines procédures contre M. Soral tombent, certaines procédures contre Dieudonné tombent, certaines procédures contre Forisson tombent, certaines procédures contre Vincent Renoir tombent. Donc je pense que là, vous commencez à comprendre le mobile de ce procès stalinien. C'est qu'on a l'opportunité, à l'insu de notre plein gré, de laisser se produire l'impensable contre Maître Paris, et personne ne viendra vérifier quoi que ce soit s'il n'est plus là. Voilà, on dira que c'était un sipiliti bis. Et on a évité, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, parce qu'il ne s'est rien passé depuis, puis il ne se passera rien. Et surtout, eh ben, on a évité d'avoir Jean-Marie Le Pen qui vient dire, eh bien moi, j'ai gagné. Et ça,
je vous en apporte la preuve. J'ai plein de documents, mais comme ça, on dirait que c'est pas facile. J'ai apporté le régime des conséquences, si vous voulez, d'une déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi. C'est clair et net. Alors, Le quoi, Conseil en gros, constitutionnel, quoi, voilà. le Conseil constitutionnel, s'il déclare la loi Guesso non constitutionnelle, inconstitutionnelle ou anticonstitutionnelle, peu importe, non conforme à la Constitution, à partir de la publication de cette décision, toutes les instances en cours tombent. Vous comprenez ? Voilà, c'est-à-dire tout ce qui a été engagé, tous les gens Tout ce qui qui est sont en en cours et qui procès, n'est pas encore jugé et condamné, les poursuites sont c'est abandonnées fini. d'office. Donc effectivement, parce qu'il y a Jean-Marie plus de- Le Pen, terminé, Voilà. rien à signaler. Parce qu'on les poursuit Vous au nom de comprenez ? cette loi, Vous donc tout commencez à ça comprendre ? s'effondre. Donc quand je vous dis qu'il y avait un enjeu politique, c'était non seulement un enjeu politique qui, moi, m'intéresse, de débat législatif. Moi, je ne vous cache pas, je ne suis pas forcément en osmose avec les gens que je défends, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément d'accord au départ avec la communauté afro-antillaise, je ne suis pas forcément d'accord avec les révisionnistes, entre guillemets. Quand je les défends, je fais de mon mieux, la preuve, je crois qu'on ne peut pas en tout cas me reprocher d'avoir levé le pied. Hein. Je pense qu'on peut me reprocher peut-être beaucoup de choses, m'emporter parfois, etc. Mais j'ai pas levé le pied. Hein. Je pense que j'ai pas mal tenu la route. Donc je suis pas forcément d'accord avec tous ces gens-là. Moi, j'ai mon point de vue, et en tant qu'avocat, eh bien, j'essaye de satisfaire un objectif d'équilibre. Mais au-delà de cet enjeu politique d'avenir et de sagesse, eh bien, et de paix sociale, hein. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il y a une paix sociale. Cette loi-là n'y est pas parvenue. La preuve, les tribunaux, voilà. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et il y a un phénomène sociologique, il y a une crispation, il y a des peurs, une crispation politique, un énervement, enfin rien de bon, rien de bon. Alors on va me dire, il faut durcir le ton. Et non, il ne faut pas durcir le ton, il faut modifier quelque chose. Mais, j'insiste, pour eux, c'était indigeste. Même si Maître Paris a raison, il faut le faire taire. Alors ça tombe bien parce qu'il y avait déjà deux entités qui voulaient me faire taire, le barreau et puis la vermine. Eh bien, à ces deux entités s'ajoute un objectif purement politicien. Il est hors de question qu'on déclare la loi Guesso non constitutionnelle parce que sinon Le Pen, Soral et Dieudonné, ils vont rigoler. Mais alors le pire, c'est que ces gens-là auraient rigolé alors qu'ils ne sont même pas venus en intervention volontaire sur ma procédure. Ce qui veut dire que j'étais vraiment ici comme un Don Quichotte dont personne ne prenait au sérieux la combativité et le degré technique, alors qu'en réalité, je pense que j'ai mis tout le monde d'accord, puisque je suis encore là, et qu'aujourd'hui, je réclame le résultat que l'on a volé à M. Vincent Renoir. Ceci dit, très probablement que la première réforme qui sera mise en place permettra de le poursuivre de nouveau. Mais ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. On n'a pas le droit comme ça de manquer de respect à l'avocat. On n'a pas le droit de violer les principes de la défense. Et de toute façon, la CEDH sera saisie aussi à ce titre. Là, ce n'est plus une question de liberté d'expression. C'est qu'il y a eu violation des principes de la défense. Enfin, on m'a discrédité. On a menti sur mon compte. On m'a discrédité par une mise en scène qui n'était pas utile, pas nécessaire et pas opportune et qui était même dangereuse pour moi. Parce que si on n'a pas... si personne n'admet jamais qu'on a voulu carrément me réduire au silence, eh bien en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu prise de risque anormale sur ma santé et sur ma famille. Ça, c'est clair et net. Il y a un texte en France qui autorise la légitime défense. Donc, les gens qui sont venus... Oui, il ne sert pas à grand-chose, ce texte. Les gens qui sont venus... Les policiers à Viry-Châtillon, ils ne sont même pas servis de leurs armes. Les gens qui sont venus nous attaquer, n'ont pas dit « Attention, c'est la police, sortez ». Non. Ils ont joué aux Indiens autour de la propriété de mes parents, qui est une propriété où mes parents eux-mêmes auraient pu se croire attaqués et se défendre. Et qu'est-ce qui serait passé ? On leur aurait tiré dessus. Et il faut savoir que les gens qui étaient là, dans cette propriété, ce sont les mêmes que ceux qu'on a envoyés pour le terroriste à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et on a vu l'efficacité remarquable de ces tireurs qui ont mis une balle en pleine tête des terroristes. Et donc, c'était facile.
Et après, toute la construction, pourquoi en avoir rajouté? Pourquoi en avoir rajouté? Parce que c'est pas vrai. Et j'ai pas de cache d'armes. Je suis pas en rapport avec des groupuscules d'extrême droite. C'est quoi des groupuscules d'extrême droite? Je défends un monsieur, Vincent Renoir. J'ai jamais été en rapport avec des groupuscules d'extrême droite. Je suis un homme de gauche. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une crispation aussi parmi les gens cousins de la personne que je défends. Parce que, effectivement, quand Rivarol me donne la parole sur le problème dont traite l'avocat, c'est honnête intellectuellement. Mais pour eux, c'est un paradoxe que j'ose, parce que j'ose dire, oui, mais vous savez, je suis de gauche, moi. Alors là, comment vous êtes de gauche? Ben oui, mais c'est pas antinomique. De gauche, ça veut dire quoi? Je vous l'ai déjà expliqué, je vais pas le réexpliquer. Mais voilà, donc je défends M. Renoir, et c'est très bien. Pour une fois, il va gagner. Pour une fois, il a déjà été condamné, il a déjà fait de la prison, il en refera peut-être, mais pour une fois, concédez-lui qu'il devait gagner. C'est tout, parce que la loi, eh bien, il faut qu'elle soit réformée, la preuve. Quelques mois plus tard, on décide de la réformer, mais c'est une plaisanterie. Est-ce qu'il y a donc aussi des lois hors Union européenne? Ça existe, ça, aussi? Donc en Russie, oui, on parle souvent par de exemple, ça. J'ai fait des recherches avec Vincent Renoir, je lui ai dit, hein, parce que bon, ça, c'est du travail, c'est du travail où il est très, très efficace, de voir un petit peu ce qui existe au niveau de la législation, étant donné que le problème se pose souvent ailleurs. Oui, la loi existe. Au Japon, il y a, je me demande même, je crois, au Japon, il y a peut-être quelque chose, oui, de cet ordre. Hein. J'avais vu la liste, mais grosso modo, il y a beaucoup de pays où ça existe. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Alors que je trouve qu'il est complètement inconcevable d'accepter une hiérarchie dans cette considération humaniste de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes contre la paix. Au départ, en France, on interdit que les contestations de crimes contre l'humanité. Il semblerait que, suivant ma logique, les projets proposés actuellement et provisoirement refusés par le Sénat veuillent étendre l'objet de l'interdiction à la contestation non seulement de crimes contre l'humanité, mais de crimes de guerre, crimes contre la paix et persécution, esclavage, etc. Très bien, très bien. Généralisation. Les gens s'inquiètent d'ailleurs de ça. Les gens s'inquiètent. On me pose la question, on s'inquiète. Mais évidemment, parce que là, il faut être juriste, il ne faut pas être seulement historien. Hein, suivez mon regard. Moi, je veux bien un poste de ministère, il n'y a pas de problème. J'ai plein d'idées de réforme. Avis aux amateurs. Si vous voulez quelqu'un de créatif et qui a des bonnes solutions, je suis disponible. Ministère de la Justice, par exemple. Je pense qu'avec D'Anglehan, on aurait de bonnes idées. Donc, toujours est-il, trêve de plaisanterie, toujours est-il que vous ne pouvez pas généraliser si vous n'accordez pas une immunité. C'est quand même clair. C'est le principe, mais c'est le principe. L'avocat, il a une liberté de parole, il a une immunité. Le parlementaire a une liberté de parole, il a une immunité. Eh bien, dans tous les domaines, quand il y a une restriction, il faut qu'il y ait une immunité, vous comprenez? Tout le monde n'a pas le droit de dire n'importe quoi sur n'importe qui ou n'importe qui sur n'importe quoi. Peu importe. C'est le schéma qui nous est proposé pour l'avenir, pour un respect mutuel, etc. Donc si on persiste sur cette voie, il faut généraliser, mais en accordant des assouplissements. Et c'est ce que j'ai essayé de concevoir. Mais bon, voilà, ils peuvent s'inspirer de ce qu'on a proposé avec Vincent Renoir. J'ai réussi à convaincre, vous imaginez, c'est la mort dans l'âme qu'il a bien voulu travailler là-dessus, ce fameux plus petit commun multiple. Je dis voilà, au minimum, si on pouvait concevoir un rapprochement, voilà, eh bien, il faut un assouplissement avec une immunité qui est à la fois professionnelle et amateuriste, ok ? C'est-à-dire générale. Générale pour tout le monde, quel est le régime, et puis pour le professionnel, il y a une immunité spéciale un petit peu plus protectrice, parce qu'on considère que le professionnel va commettre moins d'erreurs. Mais ça veut dire que c'est autoriser certains à parler et pas d'autres. Écoutez, moi je propose des solutions. Après, voilà, vous comprenez, on peut continuer comme ça, c'est ce que j'avais souhaité dire à votre audience le 28 septembre, comme dans la bande dessinée de Lucky Luke. Il y a ceux qui ont un long nez, il y a ceux qui ont des grandes oreilles, et puis ils aiment se battre, donc ils veulent surtout pas qu'on leur retire
le motif de cette bagarre. Et moi, j'arrive et je dis, attendez, vous croyez pas que vous pourriez arrêter de vous battre là un petit peu? Regardez, il y a peut-être une solution de moyen terme. Mais moi, je vais faire l'avocat du diable. C'est Ah, pas allez-y. l'avocat du diable avec un avocat. Mais est-ce que justement, les gens là, qui sont tous à réclamer des droits particuliers, est-ce que justement ce ne sont pas des minorités finalement? Et que c'est des minorités qui imposent leurs lois à la majorité? Malheureusement, vous n'avez pas remarqué que c'est souvent la voix de la minorité qui avertit et qui mobilise l'oreille de la majorité. Mais c'est un diktat, là. C'est pas un diktat, c'est la démocratie. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. La minorité propose, et puis ensuite, eh bien, normalement, ce n'est pas la République qui doit s'approprier la démocratie. Excusez-moi, je tenais à le dire. La République, hein, bon, eh bien, c'est une chose, mais avant tout, il y a le fondement de l'État national, c'est la démocratie. Et la démocratie, eh bien, elle intervient à travers ses parlementaires. Une loi existe, une loi fait l'objet d'une proposition de réforme, les parlementaires vont en débattre, ils vont voter, ils représentent la volonté nationale, c'est comme ça que ça fonctionne, ils nous représentent pour voter les lois et pour contrôler la manière dont les lois sont mises en œuvre. Et ce contrôle passe effectivement par le pouvoir d'enquête parlementaire que je sollicite, s'ils veulent bien nommer une commission d'enquête parlementaire pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce procès stalinien, et puis pour voir comment se fait-il que derrière on vient justement exactement faire ce que je proposais, sauf que immédiatement le Sénat dit non, on ne veut pas parce que là, trop grande atteinte aux libertés. Bah oui, parce qu'ils ont oublié un chapitre de ce que je proposais, il faut mettre une immunité. Vous ne pouvez généraliser le système que si vous mettez une immunité. Et l'immunité, c'est la clé de voûte. Il faut définir un périmètre de liberté malgré la généralisation d'une forme de pudeur ou de... Moi, je parlerais d'oppression parce que... Non, pas pression. J'ai du mal à trouver mes mots ce soir. C'est une oppression parce que celui qui va dénoncer, par exemple... Comment ça s'appelle un périmètre de... Pour dire que c'est propre. Non, non. C'est pas la pudeur. Ah, le mot m'échappe. Vous voyez, c'est la fatigue, ça. Dans un champ opératoire, vous savez, la stérilisation, ça porte un... Aseptisé Non, pas aseptisé, mais pour dire que c'est propre, quoi. Voilà. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si vous voulez mettre un périmètre de moralité de la parole publique, et bien, si vous généralisez ça par rapport à des questions précises, et qui sont des questions qui doivent faire l'objet quand même d'enquêtes et de facultés de critique, etc., il faut mettre un élément de souplesse qui vient sous la forme d'immunité professionnelle d'un côté et d'immunité in concreto de l'autre, qui sera apprécié en fonction de critères qui, nous sommes tous à peu près d'accord, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de provocation à la haine, mais de provocation manifeste et non équivoque. Hein. C'est-à-dire que, voilà, le truc c'est là, c'est que actuellement, l'idée c'est que d'une part, on ne veut pas étendre et on considère que forcément contester telle chose, eh ben... de la part de la personne qui le fait, c'est forcément quelque chose de malveillant et de mauvais. Or, c'est ça qui pose difficulté, c'est qu'à ce moment-là, le législateur devient une sorte de conscience omnisciente. C'est pas possible, on ne peut pas aller dans le fort intérieur des gens. Et au même titre que l'argument qui consiste à dire oui, mais alors si on se place du point de vue des victimes, eh bien forcément vis-à-vis d'elles, c'est de la haine. Mais ça, c'est valable pour n'importe qui. Alors à ce moment-là, forcément, le fait de ne pas avoir voté une protection vis-à-vis du crime négrier ou du crime amérindien, mais ça nous concerne moins. Donc c'est pour ça que je parle du crime négrier, parce que ça nous concerne directement. Exactement pareil. Mais c'est un Indien qu'en France, il pourrait dire la même chose. Non, mais le crime négrier a été décidé en France à un moment donné, et il a été commis par nos moyens. Et aujourd'hui, ces gens-là sont chez nous, très nombreux, et ils sont francophones, donc on est vraiment incontestablement concerné et impliqué par rapport à cette problématique-là, qui est la mienne au départ. Hein. J'interviens au départ pour les Afro-Antillais, je tiens à le préciser. Et la personne qui m'avait mandaté à l'époque avait écrit un article public où ce monsieur, que je salue, même si entre-temps, bon,
il y a eu de la distance entre nous, eh bien ce monsieur avait écrit est-ce qu'il faut considérer qu'il existerait une indignation à géométrie variable? C'était son expression. Donc vous voyez, je ne trahis pas le combat pour lequel j'ai été mandaté au départ. Le combat des Afro-Antillais qui m'avaient mandaté, c'était de dire nous, on veut que ce soit l'égalité de traitement. Voilà, il y en a pour qui il y a eu un crime, il y a eu un jugement, c'est pas contestable. Et bien nous, on considère qu'en plus, on n'a même pas eu de jugement. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont eu un jugement, c'est déjà pas mal. C'est un lot de consolation. On va juger qui dans l'affaire des crimes négriers? Mais je ne vous dis pas qu'on va juger quelqu'un, je vous dis qu'il n'y a même pas de jugement. Il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas de jugement. Donc vous comprenez l'argument qui consiste à dire il n'y a pas de jugement, donc on ne les protège pas. C'est un argument complètement paradoxal et abusif. Au contraire, c'est la partie faible. Ils n'ont même pas de jugement. Donc ce n'est pas un critère de dire qu'il n'y en a pas. Vous comprenez? Vous n'avez pas de cravate, et bien pour la peine, vous n'aurez pas de chemise. Voilà ce que ça veut dire. Ben non, j'ai pas de cravate, mais je voudrais bien quand même avoir une chemise. Vous comprenez? Vous commencez à comprendre la situation? C'est qu'on vous dit, on va justifier le fait de ne pas avoir de chemise parce que vous n'avez pas de cravate. Ne sera autorisé à avoir une chemise que les gens qui auront la cravate. Donc ne seront autorisés à se plaindre d'une contestation que ceux qui seront capables d'apporter une décision. Eh bien oui, mais c'est pas de leur faute s'il n'y a pas de décision, dites donc. Alors après, on va vous dire, vous voyez, ces gens-là ne sont pas contestés. Évidemment qu'ils ne sont pas contestés. Puisqu'on ne peut pas les contester, il n'y a pas de décision. Donc que voulez-vous contester? Il n'y a rien à contester, puisqu'il n'y a pas de décision. Donc il faut les protéger, a fortiori. Et c'est là que la loi Taubira ne fait pas du tout son travail. Et le parlementaire qui a voulu, qui s'est fait le porte-parole de la correction qu'on lui disait d'apporter en fonction de mes travaux, eh bien ce parlementaire, il a exactement mon discours. C'est de dire, dites donc, la loi Taubira, il faudrait peut-être lui donner un petit peu de sens, un petit peu de valeur et un petit peu de portée. Parce que bon, c'est bien beau de dire, on reconnaît ce crime comme étant un crime contre l'humanité, ça nous fait une belle jambe. Mais derrière, quand vous avez quelqu'un comme Guerlain qui vient dire oh, je ne sais pas s'ils n'ont jamais travaillé, mais enfin... Oui, mais quand il dit ça... c'est de la contestation de crime contre l'humanité. Ah bon? Non, il ne conteste pas le crime contre l'humanité. S'il le conteste... Attendez. Demain, Renoir, demain, a qu'à dire la même chose, vous allez voir ce qui va se passer. Bien sûr, ouais, vous parce dites qu'il y a une loi, parce qu'il y a la loi. Bien sûr. Mais moi, je suis pour l'abrogation de la loi. Comme ça, Renoir a dit ce qu'il veut. Ça se défend aussi, si vous voulez. Moi, en tant qu'avocat, si vous voulez, par rapport à M. Vincent Renoir, je dis que la loi n'est pas constitutionnelle. Mais je ne vais pas tenir la main du Conseil constitutionnel ou de législateur. Donc, les arguments, je les présente. L'homme propose, la femme dispose. Et moi, dans ce cas-là, je suis l'homme. Et la femme, c'est le Conseil constitutionnel et le Parlement. Je pose un problème dans l'intérêt de la défense de mon client du moment et dans l'intérêt des gens qui m'ont mandaté au départ et qui reviennent aujourd'hui dans la course par une autre porte, ça représente une force. C'est qu'en plus, les gens qui ont voulu être violents avec moi, comme je leur ai dit sur Internet, attention, c'est que vous vous montrez violent et menaçant avec quelqu'un qui représente les révisionnistes et donc qui ne représente aucune force et aucune légitimité. Mais pardon, je représente la francophonie afro-antillaise initialement. Attention, là c'est plusieurs dizaines de millions de personnes qui effectivement sont contestées dans leur souffrance de par le silence de la loi. Alors attention, vous portez atteinte non pas seulement à l'avocat de M. Vincent Renoir, mais vous portez atteinte à l'avocat d'une communauté plus nombreuse que la population actuelle de la France. Donc il va falloir quand même faire attention. Pourquoi? Parce que tout le monde serait concerné par cette... Eh bien écoutez, ça fait beaucoup de monde quand même. Tous ceux qui ont envie... Attendez. Donc ça voudrait dire quoi? Demain, un Malien, il va attaquer la France au nom de... Non, mais c'est pas un argument ce que vous me dites là. Non. Par rapport à la loi 24 bis, tous les gens concernés par ce texte ne viennent pas au tribunal. Ben là, c'est pareil. Vous comprenez? C'est toujours la minorité qui agit. Tous les gens concernés, si. Non, mais alors, je m'exprime mal. Vous êtes en train de me dire, alors les 100 millions de personnes, vous croyez qu'ils vont se mobiliser s'il y a un texte qui les protège? Bien sûr que non. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, j'ai pas dit ça. Les gens, la plupart des gens, si vous voulez, observez autour de vous, les gens prennent leur voiture, ils vont travailler. Bon, voilà.
les gens, en général, c'est le syndrome de Pinocchio, c'est-à-dire qu'ils subissent le syndrome de Pinocchio. Il y a le mensonge, et puis il y a le fait de prendre ce qu'on vous offre, les amusements, et puis de ne pas se préoccuper du système qui se met en place, et qui fait que vous avez des oreilles d'âne, et que vous finissez comme des imbéciles incultes qui ne vont plus voter, parce que, effectivement, eh bien, vous dites, voilà, non, bah, la politique, ça ne nous intéresse pas, on laisse les autres tisser à notre place, et puis après, on vient se plaindre que c'est la minorité qui gouverne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même s'il y a un texte qui, demain, favorise la protection de toutes les mémoires qui ont souffert d'un crime de masse, moi je dis crime de masse parce que ça englobe, hein, eh bien, ça sera une bonne chose potentiellement, mais si personne n'agit, eh bien, ce ne sera qu'une potentialité, et ce sera une loi de morale publique, voilà. Vous comprenez, la loi est faite pour être subsidiaire dans sa mobilisation. Les gens la connaissent, ils la respectent ou pas. Et puis quand ils ne la respectent pas, eh bien, il y a des gens qui agissent ou pas. Et actuellement, tel que l'article 24 bis existe, évidemment qu'il n'y a pas tous les gens qui pourraient être concernés par cette loi qui viennent au tribunal, heureusement, parce que je ne sais pas comment on ferait. Sauf que dès qu'il y a quelque chose qui concerne cette loi, systématiquement c'est poursuivi par contre. Ça, pour le coup, ça marche bien. Hein, on peut pas dire que dès qu'il y a une vidéo de quelqu'un qui ose, j'ai même vu un monsieur qui s'est fait poursuivre parce qu'il a dit ça, je sais plus quoi, dans un café, machin, etc. Et il s'est fait poursuivre. Après, voilà. Eh bien, si des gens ont envie d'agir, une loi existe, c'est leur droit d'agir. Et je vais pas aller contre ça. Non, bien sûr. Je pourrais très bien... mais là, c'est pas la boîte de Pandore, si tout le monde peut agir, justement. C'est pas la boîte de Pandore s'il y a une souplesse et si les gens sont sages, ils savent qu'il y a une loi, bon, chacun s'adapte. Les gens qui ont envie de faire de l'histoire, eh bien... on leur aura accordé une liberté. Vous comprenez, il y a deux façons d'élever un enfant. Soit vous le punissez et vous le matraquez. Parfois, ça peut-être être nécessaire, quoiqu'aujourd'hui, eh bien, il semblerait que ce soit même interdit. Soit vous lui expliquez et il y a un discours, un dialogue. Vous savez, moi, on m'a volé beaucoup de choses dans toutes ces histoires. Et aujourd'hui, je crois qu'on m'a volé un grand bonheur de ma vie par rapport au fait que... je n'ai pas pu construire certaines choses ou je les ai perdues provisoirement. Mais quand je suis en face de plusieurs enfants qui se chamaillent et qui viennent me dire « c'est lui qui a commencé, c'est pas moi », mais à un moment donné, ça ne m'intéresse pas. Il y a la nation française, il y a l'État français, il y a la France, il y a l'unité de la citoyenneté française. Ben là, ça met en péril, ça, cette unité. Ce que je veux, c'est que les gens regardent devant et je veux leur offrir les outils pour cesser de se chamailler. Donc j'essaye de provoquer un équilibre entre les libertés et les limites de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont souffert, ils ne veulent pas se sentir agressés par des propos qui les renvoie à cette souffrance, ce que nous pouvons comprendre en tant qu'être humain. Je suis désolé, nous pouvons le concevoir. C'est pas eux qui ont subi la souffrance directement. Mais bon. Soit qu'ils aient été victimes, soit qu'ils soient descendants de victimes. Ces gens-là tiennent un discours qui consiste à dire « c'est une souffrance que d'entendre parler de cette souffrance. Très bien, je veux bien partir de cette hypothèse. Et en face, je pars de l'autre hypothèse, de quelqu'un qui dit « moi, je veux avoir la liberté » de dire tout ce que je veux dire, et derrière, vous essayez d'équilibrer les choses. En l'état actuel, on vous dit, celui qui veut parler, c'est forcément pour nuire à l'autre, et on vous explique, et là je dis que le législateur est intrusif parce qu'il va jusqu'au fort intérieur de la personne, et c'est quand même un argument dangereux sur le plan des principes. Voilà, là on porte une atteinte. On fait entorse d'un principe quand même. La loi doit être générale et elle ne doit pas aller intrusivement dans l'esprit des gens, hein, jusqu'à preuve du contraire. Quand même, si une intention n'est pas là, eh bien elle n'est pas là. Et en face, il y a une souffrance, et le problème, c'est que cette souffrance, eh bien, elle existe chez ceux qui ont une protection, mais de la même manière, et je suis désolé de le dire, je conçois tout à fait qu'aujourd'hui en France, eh bien, des gens qui se savent la descendance, stigmatisés en plus, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'ils sont identifiables de par leur aspect physique, vous comprenez? Donc déjà, d'entrée de jeu, il y a ce rapport social. Vous avez la couleur de la souffrance. Eh oui,
Eh oui. Ouais. Et vous avez la couleur de la souffrance, et donc vous avez quand même le droit de prétendre que lorsque vous n'êtes pas reconnu dans cette souffrance et qu'elle est réduite au silence, eh ben, c'est aussi une forme de contestation qu'il faut corriger. Et c'est une forme de souffrance qui, je suis désolé, je ne vais pas reprendre mes documents, on les a regardés ensemble tout à l'heure, mais il y a des chanteurs de rap qui se mobilisent. Et j'avais été en contact à l'époque, je vous dis, avec vous pouvez regarder sur Internet, le concept. Alors concept avec un K, c'était un groupe de rap havrais qui avait fait Réponse à Guerlain. Et ils ont fait d'autres musiques. Celle-là n'était pas forcément très mélodieuse, mais c'était assez caricatural comme réponse pour montrer qu'effectivement, dans leurs propos, ils disaient à Guerlain qu'ils se sentaient trahis par l'histoire, une histoire falsifiée. Ce sont les termes que ces gens-là font retentir dans leur chant. Histoire falsifiée, peuple méprisé dans sa mémoire, etc. En gros. Donc vous voyez, la contestation prend plusieurs formes qui sont plus ou moins subtiles en fonction de ce qui existe comme norme. Oui, c'est de la pleurnicherie, quoi, en fait, quand même. Non, mais là, alors, moi j'essaye d'élever désolé, le débat. Mais parce que ce sont des gens qui réclament des droits sur des choses Non, qu'ils mais n'ont pas souffert, je suis sur avocat. leurs ancêtres, et ils vont demander donc à d'autres gens de ne pas s'exprimer sur des choses qu'ils n'ont pas souffert ni vécu eux-mêmes. C'est quand même, moi, il y a quelque chose que je trouve indécent dans leur démarche, en fait. Vous savez, les crimes contre l'humanité par rapport à l'Afrique noire, je crois que si on regarde les ventes d'armes dans le monde et les conflits, ça n'a jamais cessé, sauf que le commerce de l'esclavage prend des formes qui évoluent. Aujourd'hui, c'est l'esclavage économique, Mais il n'y a pas que les politique, Français ou les Européens qui ont fait de l'esclavage. Non, mais bon, c'est général. Vous savez, J'espère qu'ils pourront attaquer l'Arabie voilà, Saoudite, tout à par l'heure, exemple, dans la loi. Je parce que cherchais, le terme, c'était la, plus d'argent, en plus. la salubrité, c'était Ouais. ça le mot que je cherchais. Ouais. Voilà. Quand je parlais périmètre de salubrité. Ouais. Oui. C'est ça, c'est que la parole publique va comporter une dimension et un périmètre de salubrité. Forcément, il faut le définir, il faut se mettre d'accord. C'est le débat social et le débat législatif. Mais il n'y avait pas besoin de venir essayer de casser la tête d'un avocat sous prétexte que déjà 2 premières logiques malveillantes étaient mobilisées et puis que on a écouté ces gens-là, formidables, parce que nous on est en difficulté, non, parce que c'est clair. Comprenez, c'est pas le barreau ni les crapules qui voulaient me nuire qui ont mis en place le dispositif de la BRI. Alors on peut raconter ça à des cochons d'Inde, mais pas à moi. Et je suis encore en vie. Ouais, non, mais, non, mais parce ça, que je j'en suis bien reviens au d'accord. problème. Non, mais ça, je suis bien d'accord. Voilà. Mais aussi, il y a une chose, c'est que les gens, certainement, qui ont mis ces choses-là en place, c'était certainement pas concernant l'affaire de l'esclavage, mais concernant véritablement le fond de la loi Guesso. Parce qu'ils savaient pas, ils n'ont pas voulu entendre mon combat. Et ce que ces gens-là ont bien voulu entendre, eh bien, c'est la chanson qu'ils voulaient servir après si je n'avais pas été là aujourd'hui. Bon, avec la tête que j'ai, crâne rasé, les yeux clairs, c'est tellement facile. Mais c'est caricatural, mais bien évidemment. Mais ce gars-là est un menteur, c'est une saloperie de nazi, de néo-fasciste, un révisionniste. Non, j'ai toujours été très sensible à l'histoire, parce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui est passionné d'histoire, et depuis que je suis tout petit, il me racontait plein de choses sur l'histoire. Et notamment, personnellement, je suis très intéressé par toute la problématique du XXe siècle. Et ça passe forcément par l'avant, le pendant et l'après Seconde Guerre mondiale, parce que là, toutes les cartes se jouent. Et aujourd'hui, on revient à la case départ, parce qu'aujourd'hui, que se passe-t-il? On est dans un système de géopolitique avec toujours cette force et cette détermination du bloc de l'Est, la Russie, qui cherche à s'affirmer depuis un siècle. Et puis en Europe, eh bien, des logiques de clocher, avec une tentative d'Europe, mais de par la géographie, le relief, l'histoire, les langues, voilà. Je dirais que quand on réfléchit bien, je suis épaté, je suis épaté, catastrophé pour eux même, de voir qu'on arrive à mettre en place en Europe un système qui se prétend faire l'unité de tout ça, qui est très hétérogène en vérité, alors que je n'arrive pas à comprendre comment toute cette communauté du Maghreb
et du Moyen-Orient qui auraient pu faire la même chose, puisque eux, ils ont quand même des fondements très homogènes quand on voit ça de l'extérieur, en l'extérieur, alors. en extérieur, parce que j'ai cru comprendre qu'après, eh bien, voilà. Mais la même langue, vous imaginez, c'est déjà énorme. Enfin, je veux dire, quel est le plus gros handicap pour faire une unité? C'est la langue. Quand vous avez ça, comment expliquer le reste? Alors, moi, ce que j'observe, c'est que ces gens-là se battent avec des armes qui ne sont pas fabriquées chez eux. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, S'ils pouvaient le fabriquer eux-mêmes, est-ce qu'ils se battraient pas pour autant? ils se battent avec des gens qui sont pas des armes pardon, qui sont pas fabriquées chez eux. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans une problématique très, très, très ambitieuse en ce qui me concerne. Nous n'avons pas le choix. Il faut être utopiste. Parce que sinon, ce sera une catastrophe. Mais c'est pas dangereux, justement, cette loi qui s'étendrait Eh bien, ça participe de l'humanité, ça participe de l'élévation de l'homme, ça participe d'une forme de salubrité, mais on ne peut pas tout imposer comme ça, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Il faut aussi, maintenir une salubrité de la liberté, parce qu'il y a la salubrité de l'ordre public, pardon, mais après, je vous rejoins, il y a la salubrité de la liberté, et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens qui viennent nous dire à votre procès, ces gens qui viennent nous dire « Oui, il y a de plus en plus de propos désagréables, contrariants, odieux, blessants, allez, lâchons le mot entre guillemets, dégueulasse, sur Internet. » Mais ces gens-là, je leur réponds quand même que sur Internet, eh bien, c'est une nouveauté universelle. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, certains propos qui ne se tenaient pas avant sur Internet sont tenus sur Internet au même titre que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'avant, il y avait des revues porno dans les librairies. Aujourd'hui, eh bien, 80% des clics sur Internet, apparemment, ce sont des clics pornographiques. Eh bien, c'est tout. Il n'y a pas eu une augmentation du phénomène. Enfin, ce serait à étudier, remarquez. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça existait, ça existe, mais ça a pris une autre forme. Et cette forme-là, peut-être, peut paraître plus flagrante, mais en réalité, du point de vue proportionnel, ça a dû à peu près suivre cette logique. Et là, je dirais qu'il faudrait probablement admettre la même observation. C'est qu'on vient nous dire, oui, il y a 100 000 personnes qui parlent de ça, etc. Oui, mais c'est... Voilà, il y en a 100 000 qui parlent dans un sens qui vous paraît négatif, très bien, j'en prends acte, mais en parallèle, il y en a peut-être autant ou plus qui parlent dans un sens positif. Donc vous aviez au départ 10 contre 10, et à la fin, vous avez 100 000 contre 100 000. C'est ça la vraie question. Est-ce que le phénomène Internet a réellement provoqué un changement de l'équilibre? C'est ça la vraie question. Et là, il faut regarder les chiffres, éventuellement. Et après, voilà. Mais s'il n'y a pas eu d'emballement proportionnel et relatif, parce que dans l'absolu, il y a eu un emballement, c'est ce qu'on prétend. Mais si dans les proportions, l'équilibre des forces est resté le même, eh bien, j'aurais l'outrecuidance de vous dire qu'il faut maintenir l'équilibre des forces, parce que l'équilibre des forces, c'est ce qui évite justement les ruptures et les confrontations. Voilà, c'est ce qui nous a maintenus en paix dans le monde, cet équilibre, et c'est l'avenir, c'est l'auto-respect, essayer sans arrêt de provoquer des équilibres pour que les gens... Mais là, c'est l'éclatement, là. Si tout le monde a le droit d'attaquer... Par exemple, moi, je prends un exemple. Quelqu'un qui vient, il va contester la version officielle qui est donnée, par exemple, si on va prendre un crime récent, par exemple, le Rwanda 94. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut interdire aux gens de faire de l'histoire, de parler. Je vous dis tout le contraire. Je vous dis tout le contraire. Ce que je vous dis, c'est que dans un souci de paix sociale et d'apaisement, il faut envoyer un message fort. Tout le monde à égalité. C'est pas beau, ça? Bah ouais. Voilà. Bah pas beau du tout, tout le monde sera égalité. Tout le monde à égalité. Alors, plus de loi, pourquoi pas? Parce que, mais si c'est tout le monde à égalité, c'est tout le monde à égalité avec des parts égales et on se débrouille pour qu'il n'y ait pas trop de frottement entre les parts du gâteau. Comme ça, tout va bien. On laisse un petit espace. Vous comprenez? On laisse un petit espace pour que chacun puisse attraper sa part en mettant un doigt de chaque côté. C'est tout ce que je dis. C'est l'un ou l'autre. De toute façon, ça ne peut pas marcher autrement. Si vous coupez le gâteau en disant on tasse tout ça, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Voilà. Et ça continuera.
Oui, parce qu'il y aura toujours plus de gens qui Ça, demanderont ça des continuera, droits aussi, et quoi. dans la France d'aujourd'hui, je considère que c'est dangereux, parce que si vous voulez, à l'époque où le problème a été traité sous l'angle, allez, on peut le dire, c'était une loi anti-Forisson, c'est ce qui se dit en 1990, mais à l'époque, le problème ne se posait pas dans les termes où il se pose aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, en France, on a une société qui a besoin d'un message fort. La société a besoin d'un message fort, elle a besoin d'un message qui va lui donner le liant de la nation, de cette volonté de vivre ensemble et de partager un avenir favorable et constructif par des sacrifices consentis aujourd'hui, mis en œuvre dans un avenir proche, et poursuivi pour un avenir meilleur. Mince, est-ce que c'est pas beau, ça? Ah bah non, alors vous des allez, sacrifices, ça me fait peur, moi. Vous allez me dire, le Maître Paris est utopiste. La dernière fois, il nous disait qu'il faut partager le travail, qu'il faut réduire le temps de travail, qu'il faut le diviser par 2. Écoutez, vous allez dire, ah, on le savait, il regarde les sites de Soral. Mais évidemment, je regarde tous les sites dissidents, parce que l'intelligence peut s'exprimer partout. Sur égalité et réconciliation, ah, ça y est, mon compte est bon, on le savait. Non, je leur fais de la publicité parce qu'ils ont apporté de l'eau à mon moulin. Regardez ça, un article, c'est pas beau? Mercredi 28 septembre, 2 mois après que je sois venu là, 2 ou 3 mois après que je sois venu là, et que j'ai dit, sur le travail, la seule solution au chômage, ça va être de mettre en place le programme que je propose. Il faut réduire le temps de travail, le diviser par 2, mais payer les gens le même salaire, et ils seront obligés, sur le temps où ils sont payés pour ne rien faire, en réalité de s'occuper à se cultiver et à faire du sport, et ça va créer une dynamique industrielle. Nous serons notre propre matière première, et du coup on pourra reculer l'âge des retraites, on sera en meilleure santé, et on travaillera mieux, et on sera plus productif. Et bien il y a quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique qui a mis ça en œuvre, c'est pas beau? Alors, et c'est le site Égalité et Réconciliation qui a relayé ça. Rythme de travail, les sociétés modernes dans un délire collectif. Stéphane Archtol, un PDG californien, a eu l'idée de réduire les horaires de ses employés à 5 heures par jour, c'est pratiquement ce que je propose, sans perte de salaire. Une véritable révolution dont les conséquences ont été impressionnantes, je le savais, sur la productivité et le bien-être de ses employés. Le mode de fonctionnement de son entreprise, vente de matériel nautique, a été expliqué sur Fox News. Patati patata, pour ceux qui n'aiment pas le site Égalité et Réconciliation, pas de chance pour eux. C'est là que je suis tombé là-dessus, incroyable. C'est exactement ce que je veux proposer dans le parti politique que je veux créer et qui s'appellera très probablement Renaissance humaniste nationale. C'est-à-dire que je considère que la nation, c'est le ciment de la citoyenneté française, qui aujourd'hui plus que jamais est très riche et très éclectique. Elle a besoin de ce ciment, mais ce ciment-là, ça doit être un ciment de progrès. Et j'ai entendu, c'est rigolo, à gauche, ils ont compris qu'ils veulent créer un parti sur la notion de progrès. Oui, il serait temps de parler de progrès, au lieu de parler de répression, d'atteinte aux libertés, d'attentats, de terrorisme et de guerre. Il serait temps de parler de progrès et de se relever les manches pour résoudre le problème du chômage. Il n'y a qu'une manière de le faire. Il n'y en a pas 36, sinon ça sera la guerre. Il va falloir partager le travail. Il y a de plus en plus de robots partout. Il va falloir partager le travail. Il va falloir que les gens continuent d'avoir le même salaire. Et il va falloir que les gens travaillent sur eux quand ils seront payés sur un certain laps de temps. Dans un premier temps, une phase transitionnelle, ça permettra de créer des infrastructures, c'est-à-dire qu'il faudra faire des piscines, des stades, etc. Je ne vous dis pas grands travaux pendant 5 ans. Tout le monde est embauché là. Il n'y a plus de chômage d'un seul coup. Comment on finance ça? C'est mieux que de financer une guerre. Je pense que si on faisait les comptes, qu'on voyait combien a coûté la Seconde Guerre mondiale, on se rendrait compte combien coûte une guerre. Alors ne me dites pas que ce programme n'est pas possible. Il est possible, parce que sinon, on a tous compris. Ça sera la Troisième Guerre mondiale. Donc il va falloir penser à ce programme-là. On ne va pas continuer à produire des marchandises, à vendre des casquettes et en avoir 10 alors qu'une seule suffit, à acheter des voitures, à faire des magouilles pour que les choses s'abîment et qu'on puisse consommer. Il va falloir qu'on se préoccupe de nous-mêmes. C'est pour ça que dans le parti que je veux créer, je dis Renaissance, parce qu'il faut repartir sur des bases. Sans rien détruire, il faut repartir sur des bases. Il faut
il faut faire cet effort. Et humaniste, parce qu'effectivement, à la Renaissance, il y a eu de belles valeurs qui se sont exprimées. J'aime beaucoup Victor Hugo, donc plutôt que Jeanne d'Arc ou d'autres logiques héroïques, eh bien, j'aime beaucoup lire les œuvres de Victor Hugo. Et national, eh bien, parce que cette composition du peuple ne pourra être tournée vers l'avenir qu'avec un beau projet, et un projet qui lie et qui mobilise avec cet espoir qui va faire que les gens vont arrêter de se regarder jalousement, vous comprenez, en disant « Oh, vous avez un privilège, vous êtes protégés, nous pas, et oui, nous on est dans des quartiers et on est malheureux ». Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, messieurs, dames? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors quand je vois cet article, je suis rempli d'espoir parce que je me dis, voilà, j'avais raison. Non, mais pour le travail, ok, mais pour les lois c'est la même mémorielles, chose, c'est la même chose. Ça ne va pas fracturer la communauté nationale? Ça la divise pas? Ça fait pas que... Il y en a... Parce que moi, je comprends pas des gens... Là, on était parti très loin, mais c'est pour vous dire, c'est important que les gens comprennent que je ne suis pas ce qu'on a voulu faire croire. Je suis pas fou. Mais non, mais ça, ils ont bien compris. Hein, mais c'est, je suis avocat et effectivement, la politique, l'histoire m'intéresse. J'ai un regard très libre et très critique et c'est peut-être ce qui m'a valu des déconvenues au tout début quand il y a quelqu'un qui me demande pourquoi on vous a refusé votre diplôme. Vous aurez compris que c'est pas parce que je suis stupide, que c'est pas parce que je sais pas parler, que c'est pas parce que je sais pas écrire, parce que quand on voit mes écritures et qu'on voit que le bâtonnier dit oh, c'est très précis, on va avoir des soucis là au niveau des qualifications pénales parce que c'est ça le message. Hein. C'est pas bon. Alors derrière, on essaie de dire ah, il est parano, il est fou parce que ça nous arrange. Hein, on aimerait bien s'en convaincre. Bah oui, mais non. Donc toujours est-il que vous aurez compris, grâce à tout ce que j'explique en apartheid, qu'on ne peut pas se limiter à cette version-là. Heureusement, je suis encore là pour le démontrer. Et après, quand vous me dites, bah oui, mais ça va être impraticable. Mais non, parce que, je vais vous dire, une bonne loi, vous savez ce que c'est une bonne loi? Eh bien, je vais vous le dire, c'est une loi qui n'a pas besoin d'être appliquée. Et oui, en quelque sorte. Vous voyez, quand vous avez une bonne loi, eh bien, les gens se comportent bien. Voilà. Vous comprenez? Oui, parce qu'ils acceptent. Parce que la loi, elle est le reflet de la société. Le reflet de la société, c'est qu'il y a une petite minorité qui veut pouvoir dire, enquêter, même sur des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Et puis, il y a d'autres gens qui disent... Petite minorité non, aussi. non, je ne dirais pas petite minorité. Ah bah si. Je dirais, il y a d'autres gens qui disent, il n'en est pas question. Et puis, il y a la démocratie, excusez-moi, parce qu'au-dessus de la République, hein, n'en déplaise à certains, il y a la démocratie. Et la démocratie, c'est nous tous. Et j'ai la prétention, en tant qu'avocat, d'avoir essayé d'être objectif ici, dans l'intérêt de tout le monde, de la paix sociale, aussi bien que de la salubrité, ce mot qui tout à l'heure fuyait ma bouche. Eh bien, voilà, une œuvre de composition. Et on a voulu me faire taire, alors que le discours que j'avais à servir, franchement, je pense que c'est un discours honnête, un discours objectif, un discours constructif qui s'inscrit dans mes convictions politiques qui ne sont illustrées par aucun parti en France, absolument aucun parti. Aujourd'hui, je n'entends que des gens qui critiquent, qui ne proposent rien. Hein. Nous avons un président qui vient prendre la parole pour nous dire quoi? Pour nous dire que la justice, quoi, ceci, cela, 3 petits points, la justice, ça n'irait pas? Eh bien, comment se fait-il qu'il attend la dernière année pour nous révéler ce grand secret? Comment se fait-il qu'il n'a rien fait? Comment se fait-il qu'on nous dit les magistrats se planquent? Et celui qui n'a rien fait pour réformer la justice, qu'est-ce qu'il fait? Il se planque? Et après, on nous dit, eh bien, les magistrats sont des lâches. Et celui qui n'a rien fait pour donner des moyens à la justice et pour engager la réforme de la justice, il a été courageux? Alors je continue mon réquisitoire. Je vais vous dire, je n'ai pas le talent de connaître tout cela par cœur, mais j'aimerais vous citer ici la tirade de Lavare. Que faut-il donc faire avec la justice? Comment? Mais vous voulez faire œuvre de bonne justice avec beaucoup d'argent? Mais n'importe quel pauvre esprit aurait été capable de l'imaginer, cela. Non, ce qu'on vous demande en habilhomme, c'est d'être capable de faire bonne justice avec peu d'argent. C'est Lavare, Harpagon de Molière. Voilà ce que c'est. On a une personne qui vient nous dire « Ah, mais la justice, ça vaut pas grand-chose. » Mais avez-vous donné les moyens à votre justice? Votre garde des Sceaux et votre... A-t-il les moyens quand il vient nous dire que certains tribunaux n'ont même plus de quoi imprimer des décisions? Et vous osez...
après que la justice, ça vous dites ça. D'extrême droite, non mais c'est une plaisanterie. Et après j'apprends que l'autre critère c'est de contrevenir aux intérêts de l'État. Ah moi il semblerait que je contrevienne aux intérêts de l'État, puisque l'État ne veut absolument pas que pour une fois des gens qui sont mal vus obtiennent une victoire, et donc il fallait faire taire l'avocat. Non mais attendez, et vous croyez que je vais me taire? Je réclame et j'exige une enquête parlementaire, et je vous dis que je l'obtiendrai, J'avais dit dans mon discours qui semble parfois de folie, parce que j'ai un côté artiste, j'avais dit que j'étais le gladiator du barreau. Eh bien, je suis le gladiator du gouvernement, c'est-à-dire que je dis au gouvernement qu'il va falloir me fournir les explications sur cette affaire. Comment se fait-il qu'on a voulu mettre en danger ma vie par une opération qui n'avait aucun lieu d'être, étant donné qu'on savait très bien que j'irais au Conseil constitutionnel calmement, que forcément je voulais y aller, que forcément j'irais là-bas, que forcément on pourrait me cueillir, et que même si on avait voulu ne serait-ce que m'empêcher de plaider, on pouvait très bien me cueillir juste après le portique et m'empêcher de plaider. Donc c'est autre chose que l'on voulait là. C'est l'accusation que je porte, c'est la question que je pose. Je ne désigne personne, mais je pose la question. Je dis que ce schéma et ce scénario n'a pu être cautionné, autorisé, toléré que par des gens au-dessus des 4 plus hauts magistrats, au-dessus du bâtonnier et au-dessus des crapules, qui ont voulu ici instrumentaliser une situation très dangereuse pour moi, à tous les niveaux, et dans un contexte qui leur facilitait la tâche, puisqu'il s'agissait de dire que j'étais fou, une saloperie de nazi, etc. Alors, est-ce que on me dit, vous allez, par exemple, aller voir le sénateur David Rachlin du FN, qui lui aussi s'est porté contre la loi. J'ai envoyé le dossier à tous les parlementaires. Ça a été fait 2 fois, une première fois rapidement et une deuxième fois avec les 98 pages, toutes les pièces, avec les explications. J'ai fait les vidéos avec 2 objectifs. Un premier objectif qui était effectivement d'alerter, et un deuxième objectif qui était de prendre mes marques. Vous n'êtes pas en face d'un joueur d'échecs, vous n'êtes pas en face de Poutine, vous êtes plutôt en face d'un joueur de poker, je vous le dis. C'est-à-dire que chez moi, il y a un côté artiste et un côté aléatoire, un côté imprévisible, un côté séduction, j'en suis conscient, j'en joue et je l'assume. Voilà, je ne suis pas un être froid, j'ai des émotions, mais je sais mettre en place une stratégie. Les gens qui ont voulu agir contre moi vont devoir s'expliquer. Et j'ai pris mes marques parce que ce que j'ai diffusé sur Internet, je suis tout à fait conscient que c'est un petit peu borderline, à dessein. Voix un peu empoulée, exagérée, quelques images quand même assez caricaturales. Quel était l'objectif ici? Eh bien, c'était de voir si des gens allaient m'écrire ou me contacter pour me dire « vous êtes complètement fou ». Alors, mis à part M. Vidal-Naquet, que je salue, personne ne m'a dit ça. Il y a des gens qui, au départ, ont pris la parole un petit peu sceptiques ou contre moi, puis qui disent finalement, oui, c'est quand même inquiétant votre affaire, parce qu'il semblerait que ce soit vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Et il y a des parlementaires qui ont répondu? Aucun, parce qu'évidemment, ces gens-là restent dans la posture. Le dossier est trop explosif, voilà. Bon. Non, il va falloir si les parlementaires ne se saisissent pas du dossier, ça ne va pas aboutir. Après, moi, il faut qu'on me dise, si ce sont les 4 plus hauts magistrats de Haute-Normandie qui se sont trompés, très bien, mais qu'on ne vienne pas continuer à me dire en plus que ces gens-là se comportent normalement avec moi. Parce que c'est ce qu'on me dit, vous comprenez? La procédure disciplinaire, elle continue. Bon, alors je vous rassure, si ces gens-là arrivent à me radier, c'est pas grave, je ferai de la politique derrière, surtout. Parce que je veux dire, au point où j'en suis. Voilà. Donc, j'utiliserai mon aptitude à parler et à écrire pour faire de la politique. Et là, ils auront de la vraie politique en face d'eux. C'est-à-dire que moi, la critique ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est proposer et construire. Aujourd'hui, je ne vois que des gens qui essayent de préserver leur système, préserver leurs petits intérêts. Rien de proposé. On nous parle d'un point de croissance. Mais enfin, c'est bon, quoi. J'ai 43 ans. J'ai l'impression que ça fait 50 ans que j'entends ça. Ça résonnait déjà dans le ventre de ma mère. Cette histoire-là. C'est bon, on l'a assez entendu. Donc maintenant, il va falloir
proposer quelque chose. Et c'est à cause de ces gens-là, qui n'ont rien fait pour construire quelque chose d'avenir qui puisse nous éviter une troisième guerre mondiale, par exemple. C'est à cause de ces gens-là qu'effectivement, immanquablement, vous avez des gens qui regardent derrière dans l'histoire et qui se disent, bon alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait, le Troisième Reich? Ils avaient inventé tel système et tout, est-ce que ça fonctionnait? Oui, mais non, mais évidemment, vous avez des gens qui vont se poser ces questions-là, puisque rien n'a été proposé contre le chômage. Vous avez eu la Seconde Guerre mondiale, on a tout cassé. Il y a eu les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, on est revenu au même problème. Voilà, on est revenu au même problème. Est-ce qu'on va construire? Est-ce qu'on va faire quelque chose pour construire l'avenir? Est-ce qu'on va engager une politique avec les partenaires que nous pouvons avoir? Par exemple, nous, la France, nous aurions beaucoup de partenaires en Afrique. Nous aurions beaucoup de partenaires au Maghreb. Est-ce qu'on va construire avec ces gens-là? Voilà. Ou bien est-ce qu'on va continuer comme ça à subir des systèmes étranges, louches, et des choses comme celles que j'ai subies là. Enfin, on pourra construire, mais ne leur donnons pas l'occasion de nous attaquer en procès, tout va, quoi. Parce que si demain on fait une loi qui est en tout, même ces pays-là pourraient se porter... Si l'Algérie demande cette loi, elle fait pression sur la France pour demander une loi qui reconnaisse crime contre l'humanité, la colonisation algérienne, par exemple. C'est pour ça que je suis surveillé de l'Algérie, alors. J'ai vu qu'il y avait des gens qui me regardent là-bas. Non, je suis sérieux, Bouteflika, ça fait très longtemps qu'ils demandent ça à la France en disant, c'est une espèce de chantage permanent pour dire, il faut que la France fasse une loi mémorielle sur l'Algérie. Vous pouvez consentir un pas à droite et un pas à gauche, ce qui compte, c'est de... Vous comprenez? C'est le triangle. Pour l'instant, on a 2 points, et tout ça, c'est en déséquilibre. Il faut une immunité, il faut aménager un système d'immunité, il faut aménager un système de liberté du discours historique et du débat historique et de l'enquête historique, parce qu'il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que dans ce débat, pour revenir à ça, vous avez effectivement l'outil informatique et la modernité qui vient se mêler des choses. Il serait très dangereux, comme a tendance à vouloir le faire notre République, de vouloir tout verrouiller et tout contrôler. Pourquoi? Parce que le jour où il y aura un vrai pouvoir totalitaire aux manettes, c'est-à-dire le jour où je ne pourrai pas commencer l'émission que j'ai faite ici, et je vous fais observer qu'on n'a pas encore les forces de l'ordre, on ne les a pas encore. Donc c'est la preuve de ce que je disais tout à l'heure, l'homme que nous avons à la tête de l'État n'est pas si mauvais que ça. Il est peut-être parfois maladroit, il s'est peut-être laissé abuser par une situation. D'accord? Donc je serais capable de le défendre, même contre moi. Mais je dis qu'à un moment donné, l'erreur est humaine. Voilà. Et je dis que si j'ai pu faire l'émission que je fais aujourd'hui en France, c'est que nous sommes encore dans une démocratie. Oui, nous sommes encore dans une démocratie, mais il faut se maintenir dans cette démocratie, et c'est une erreur de vouloir contrôler certaines libertés. Parce qu'effectivement, il existe un péril en France pour l'avenir, et ce péril ne pourra être combattu, évité de manière efficace que si, justement, nous laissons une immunité et une liberté aux citoyens pour faire son enquête quand on essaye de lui raconter certaines choses, et je ne vise pas une chose en particulier, je dis bien certaines choses au pluriel, parce que ça arrivera, c'est arrivé et ça arrivera, il y a parfois eu des mensonges d'État, il faut donc surtout éviter de donner à des gens qui seraient capables, dans les 10 minutes que je prends la parole ici, venir et verrouiller, parce qu'ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire. Donc nous sommes en démocratie. Mais il faut s'y maintenir. C'est très compliqué de faire ça. Il faut s'y maintenir. C'est très compliqué. Il faut s'y maintenir et surtout pas faire les lois qu'ils sont en train d'essayer de faire pour contrôler Internet, etc. C'est une très grave erreur parce qu'ils sont en train de mettre en place les outils qui demain pourront devenir abusifs, et effectivement, alors à ce moment-là, des gens comme moi seront complètement... voilà. Je pense que dans mon dossier, il y a eu un dérapage, une grave erreur d'appréciation et de jugement. Alors maintenant, le problème, c'est que il va falloir réparer tout ça. Voilà. Il va falloir réparer tout ça. Ça sera peut-être une victoire pour M. Vincent Renoir. C'est le mal à subir et à consentir ici au nom de la démocratie, parce que la démocratie, ce n'est pas ce qu'on a prétendu parfois, pas de liberté pour les ennemis de la République. Au contraire, la démocratie, c'est Victor Hugo, c'est je rencontre Jean Valjean
eh bien, cet homme-là, soi-disant qu'il avait un mauvais fond, je lui tends la main pour aller vers lui, vers un avenir meilleur et pour qu'il donne de lui le meilleur. Et vous voyez, j'ai appris que les avocats de Salah Abdeslam l'ont quitté. Alors je ne sais pas si c'est une stratégie ou quoi, parce qu'ils disent qu'il ne veut pas parler. Mais j'aurais été curieux de savoir de quoi il ne voulait pas parler. Si ce monsieur ne veut pas parler de certaines révélations, etc., qu'on aurait voulu échanger avec lui, je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné. Vous voyez mais ces avocats auraient pu imaginer de dire, eh bien, il va parler, mais il va parler pour nous expliquer comment lui, il en est arrivé là. Parce que c'est la seule chose qui pourrait lui donner envie de parler. C'est-à-dire, le jour où il y aura un procès, eh bien, ce qui va intéresser l'État et le peuple, c'est de savoir comment il en est arrivé là. Et pourquoi c'est la question qui va intéresser les gens. Eh bien, parce que c'est en voyant comment la personne... Je ne dis pas qu'il faut justifier, parce que Éric Zemmour a été attaqué là-dessus en plus. Je ne dis pas qu'il faut le justifier, c'est surtout pas ce que je dis. Mais je dis que la justice ici ne peut avoir qu'une seule ambition, parce que le reste, on a bien compris que de toute façon, ils n'auront pas ce qu'ils voulaient. Ça serait que ce monsieur explique au moins quelles ont été les étapes. Et je suppose, mais en toute humilité, j'émets des réserves, je suppose que dans tous ces processus qui se mettent en place, eh bien, c'est toujours la même chose. C'est que depuis très longtemps, en France et dans beaucoup d'endroits, on a voulu continuer sur une pente qui n'était pas bonne. Et il ne faut pas s'étonner d'avoir des gens pauvres, d'avoir des crimes, et bien d'avoir un tas de choses qui malheureusement risquent d'être de pire en pire. Et c'est pas en ajoutant de la répression. C'est pas la pauvreté qui fait Abdeslam. C'est plus, on peut pas mettre ça avec la pauvreté. Je dis pas ça. Je dis qu'il y a une genèse. Et je trouve dommage de ne pas savoir, quand on me dit il n'a plus d'avocat parce qu'il ne voulait pas parler. Mais de quoi voulait-il pas parler? C'est la question que je me pose quand j'entends ça, vous comprenez? Bien sûr, oui. De quoi ne voulait-il pas parler? Parce que si ce qu'on lui demande, c'est de dénoncer et tout machin, ça ne m'étonne pas qu'il ne veut pas parler, parce que d'une part, peut-être que de toute façon, il ne veut pas, et puis d'autre part, même s'il voulait, peut-être qu'il n'osera pas. Et donc, de toute façon, je crois que c'est pas... Voilà, donc après, vous comprenez, il faut être pragmatique, il faut s'adapter au terrain de jeu. Hein, vous avez la possibilité de marquer des points dans le bon sens. Eh bien, il faut les saisir. Eh bien, la loi Guesso, on avait la possibilité de marquer des points dans le bon sens. Alors après, effectivement, ça aurait voulu dire, peut-être que ça aurait voulu dire une victoire insupportable, mais ce n'était pas une raison pour porter ici atteinte à la démocratie comme ça a été fait. Parce que même si ce que je dénonce peut paraître excessif, et même si je l'ai fait de manière caricaturale, pour voir un petit peu les réactions, et j'observe que les réactions ont été quand même relativement favorables, et bien, en tout cas, j'estime que la démocratie doit permettre d'appliquer des règles. Et s'il existe la question prioritaire de constitutionnalité, et si un avocat a le droit, et si une personne accusée de révisionnisme a le droit de mettre en œuvre une défense qui mobilise cette QPC et que cette QPC devait aboutir, il n'y avait aucune raison pour mener les atteintes à la défense qui ont été menées, et j'irais même plus loin sur un procès de cette envergure politique. On avait même le devoir de se renseigner. On avait le devoir d'appeler le Conseil constitutionnel pour savoir est-ce que l'avocat délire complètement, ou bien est-ce qu'il fait un travail sérieux qui laisse penser qu'il va venir et que, effectivement, ce qu'on nous raconte là, il aurait fait des menaces. Bon, on n'y croit pas trop. Si on se renseigne, on se rend compte que... Oui, mais on ne peut pas le savoir. Ah, mais j'observe que malheureusement, au premier virage, on a dit « Ah oui, on ne demande qu'à vous croire. Oui, allez, on va dire qu'il était dangereux. » Et on met en place un dispositif inouï. Parce que normalement, je ne devrais plus être là pour en parler, j'en suis persuadé. Mais voilà, ça a raté, et comme c'était un coup de dé, ça ne peut pas se reproduire, ça ne doit pas se reproduire. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que ça se reproduise quand on entend mon discours. Mais en revanche, il va falloir me rendre justice, et il va falloir réhabiliter
l'État français. Parce que pour l'instant, l'État français est mis en cause par la demande d'enquête parlementaire que j'ai faite, et j'ai le droit de le faire, et j'ai les motifs ici pour le faire, et il faudra qu'au moins un parlementaire m'entende, mais je pense que plusieurs vont m'entendre. Après, il ne s'agit pas non plus d'instrumentaliser cette affaire pour mettre en difficulté des gens qui ont déjà des difficultés, puisque je vois que le gouvernement maintenant se chamaille. Il semblerait que certains essayent de profiter de cette maladresse du livre du président de la République pour le mettre en difficulté. Je pense que dans des circonstances pareilles, quelqu'un d'un petit peu coloré comme M. Le Pen aurait dit qu'il avait affaire en face de lui à de la félonie. Mais effectivement, je crois qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. L'erreur est humaine, il faut l'admettre. La faute ici, c'est d'avoir fait un procès stalinien, d'avoir voulu truquer un procès politique. Eh bien, il va falloir au moins rendre une réponse sur cette question qui se pose. Après, eh bien, peut-être que la réponse, ça sera, au vu de l'enquête, il y a eu atteinte au droit de la défense, de manière abusive, de manière excessive, mais en tout cas, je ne peux pas me laisser accuser de choses fausses, me faire passer pour un demeuré, etc., 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 et priver une personne de la défense à laquelle elle avait le droit. Après, eh bien, voilà. On arrive à la fin. Donc merci beaucoup. Et vive la démocratie qui, aujourd'hui, grâce à cette émission, eh bien, vous pouvez être certain que la France, c'est une démocratie, mais il faut qu'elle le reste. Il faudra que l'émission paraisse en ligne. La démocratie, c'est en 2 temps. Voilà. Merci. Et on se rejoint, quant à nous, normalement, mercredi. Voilà, donc si tout va bien, Inch'Allah, comme on dit... dans les quartiers, chez nous. Merci. Et puis voilà, donc merci beaucoup. Et je vous dis ciao, ciao, ciao. Au revoir.